Et à chaque fois, nous ajoutons le malheur au malheur, le désordre au désordre. Et nous prétendons, nous, je dis nous, l'Occident, l'Europe, c'est combien la population de l'Amérique du Nord et de l'Europe? 15% de la population mondiale. Et nous allons, nous, dire au monde ce qui est bon pour le monde, sans discuter, sans réfléchir, sans prendre en compte le ressentiment vécu par toutes ces populations. Si nous intervenons, ce n'est pas par plaisir, dit Laurent Fabius, c'est une mission. Nous avons une mission. Les égorgeurs de Daesh, l'État islamique, nous menacent tous. Tous ceux qui ne se soumettent pas à eux, il faut les tuer. Les démocraties comme les nôtres ne peuvent pas ne pas réagir. J'entends George Bush Jr. en entendant Laurent Fabius. C'est ce que les Américains, pendant tout le débat sur cette présidence catastrophique, appelaient politics of fear, politique de la peur. Ayez peur et je m'occupe du reste. Faites-moi confiance. Et du coup, on décide la guerre sans les Nations Unies, sans vote des citoyens. Ayez peur et je m'occupe du reste. Mais allons jusqu'au bout. Oui. Du coup, on fait ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. On crée les monstres. D'où il vient ce soi-disant État islamique qui est une violation de l'islam lui-même. Ce sont des gens qui se réclament de l'islam de façon honteuse, de façon illégitime. Et d'où il vient? Il vient du désordre que nous avons créé dans un pays qui était un pays charnière, l'Irak. Vous connaissez sa situation. C'est un pays arabe et qui a comme particularité d'avoir une population majoritairement chiite et qui était dirigée, avec la dictature de Saddam Hussein, par une dictature qui était appuyée sur la minorité sunnite. Nous avons créé la guerre de religion entre sunnites et chiites. Et qui sont nos alliés dans cette affaire? Bilan d'Amnesty en 2013 sur la peine de mort. Je mets à part la Chine. La Chine, parce que c'est un secret d'État et c'est un scandale. 80% des exécutions capitales en 2013. Arabie Saoudite, Irak et Iran. Et l'Arabie Saoudite qui soutient le régime qui a fait un coup d'État, de fait, le régime militaire en Égypte. Donc, quel est le point commun entre cette dictature laïciste égyptienne et cette monarchie religieuse en Arabie Saoudite? Le mépris du peuple, de ses droits. Car qu'est-ce qui se passe dans cette région? Une contre-révolution. Des peuples se sont dressés à partir de la Tunisie au nom des mêmes idéaux que nous. La liberté, la démocratie, la justice. Edwy Plenel, oui, oui, mais la barbarie, cette barbarie de l'État islamique, cette barbarie, vous la combattez comment? Mais comment? C'est la question que tout le monde pose. Est-ce que je peux m'arrêter ce mot barbarie? Oui, allez-y. Nous avons de discours mais vous avez raison, mais de discours en discours, nous avons commémoré les 100 ans de quoi? De la guerre de 14. Et quelle est la leçon que nous devons reprendre de ce souvenir? C'est qu'à cette époque-là, de manière très convenue, des médias, des intellectuels, des dirigeants politiques français disaient « l'allemand c'est le barbare ». Et les barbares disaient « le français c'est le barbare ». Quand on n'essaye pas de comprendre ce qu'il y a derrière un acte aussi révoltant que ces égorgements, de comprendre d'où ça vient. Derrière un désordre, il y a des injustices. Derrière le pire des crimes, il y a des causes. Frapper le crime sans s'occuper des causes, sans penser aux causes, sans solution politique durable. Encore une fois, c'est ajouter le désordre au désordre. Bien sûr que M. Kadhafi, c'était un dictateur. On a fait tomber M. Kadhafi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit l'État libyen. Et on a fait de la Libye un repère de terroristes qui, du coup, a débordé sur le Mali. Et du coup, on va faire la guerre au Mali. Vous comprenez que tout ça, c'est une politique de gribouille. Mais ce qui y a pire, c'est qu'on nous embarque dans cette passion. Ça veut dire que François Hollande, c'est le président des guerres, incapable d'être le président de la paix. Et bien sûr, je trouve qu'il y a eu une phrase terrible de François Hollande, c'est quand il a été au Mali, la première guerre qu'il a déclenchée. Oui. Quand il a dit « c'est le plus grand jour de ma vie politique ». C'est terrible, jamais un militaire ne dirait ça. Car la guerre, c'est une chose grave, et tout militaire sait qu'il faut un projet politique derrière. Et ce que je trouve terrible, c'est cette fuite en avant, dans la violence guerrière d'un pouvoir faible, qui du coup essaye par la guerre, par cette passion, de faire oublier ces échecs de politique intérieure. Regardez comment M. Valls a appelé à la confiance au vote de demain. Il a dit, n'oubliez pas, il y a les mouches, il y a la terreur, c'est dangereux, donc faut me faire confiance. Et comment? On ne discute pas, on ne délibère pas. Un président décide tout seul de la guerre, décide tout seul de sa ligne politique sans délibération avec les siens. Alors justement,
Justement, parlons des musulmans de France, puisque vous prenez leur défense dans ce livre pour les musulmans qui est publié aux éditions La Découverte. Je voudrais vous lire simplement ce petit passage d'un mail que j'ai reçu ce matin d'un auditeur qui s'appelle David. Bonjour Monsieur Bourdin, vous me faites sortir de mes gonds quand vous ne cessez de taper sur la religion musulmane. Certes, des djihadistes utiles aux croisades américano-européennes partent en effet pour le Proche-Orient, mais on s'étonnera que vous n'abordiez jamais le fait que de nombreux Français se soient engagés dans l'armée de Tsahal pour pilonner la bande de Gaza. Bien, voilà ce que nous dit David. Ces musulmans de France qui sont regardés différemment de semaine en semaine, à travers justement le prisme de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Parce que finalement, ce sont eux les premières victimes. Bien sûr. Les premières victimes. Alors vous les défendez en réaction à cette phrase terrible d'Alain Finkielkraut, académicien. Il y a un problème de l'islam en France. Et vous dites, mais c'est dangereux de prononcer une telle phrase. Pourquoi ? Bien sûr. Mon livre, c'est à la fois un cri d'alarme et un geste de solidarité. Il y a 1000 façons d'être musulman, de croyance, d'origine, de culture. Et c'est une alarme contre cette façon bien séante, convenue, vous avez cité un académicien, mais on pourrait citer des éditorialistes, d'englober tous les musulmans dans une réprobation qui serait l'ombre portée de ce pourquoi ils ne sont en rien, c'est-à-dire des crimes monstrueux commis par des gens qui improprement se réclament de l'islam. Donc on pourrait appeler ce livre, vous savez, aussi bien pour les minorités, parce que je pense qu'une démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, c'est le respect des minorités, quelles qu'elles soient. Et j'espère que dans d'autres pays de culture musulmane, par exemple, un jour, on écrira des chiites, un pour les sunnites, des sunnites, un pour les chiites, des pour les chrétiens, des pour les juifs ailleurs. Donc ce n'est pas du tout une défense communautaire, c'est le souci d'être grand par la protection des minorités. Deuxièmement, ce livre pourrait s'appeler Pour la France. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, inquiet, incertain, pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. Et aussi la première communauté juive rescapée du génocide. Et aussi la fille aînée de l'Église et le pays de l'édit de Nantes et de la laïcité et de la créolisation. En clair, quelle est mon alerte? Mon alerte, c'est que nous devrions avoir un imaginaire de notre diversité, de notre pluralité. Arrêter de vouloir nous uniformiser, arrêter de vouloir stigmatiser ceux qui disent « je suis français » et musulman, je suis français et juif, je suis français et fier d'être africain et d'être antillais. Avoir les deux, comme on pourrait dire, et je le dis, être français et breton. Et enfin, ce livre, c'est un livre pour l'humanité, car je l'ai dit tout à l'heure à propos de cette soi-disant guerre contre la terreur dans laquelle on nous entraîne. C'est ne pas prendre conscience de la fragilité du monde dans lequel nous sommes, de son interdépendance et donc de l'ensemble de l'inextricabilité de ces problèmes. Oui. Je comprends, mais je me mets à la place, et vous vous mettez, vous aussi, Edwy Plenel, à la place des Français qui, au quotidien, assistent à la représentation physique de l'islam dans la sphère publique et qui sont, pour certains, gênés et pour d'autres plus que gênés aujourd'hui et qui assimilent forcément ces musulmans de France à presque des terroristes, dans tous les cas des profiteurs venus d'ailleurs. Vous le savez ça, mais Edwy Plenel. Vous les comprenez, ces Français? Je verrai leur dire une chose, bien sûr qu'on peut comprendre, mais je vais leur dire... Qu'est-ce que vous allez leur dire ce matin? Ils tombent dans le piège de la guerre des pauvres contre les pauvres. Les musulmans dont nous parlons, vous savez, c'est notre classe ouvrière. Ce sont les employés, ce sont les travailleurs de notre pays. Nous sommes une Amérique de l'Europe. Nous nous sommes fait toujours des migrations internes et des migrations externes. Et quand on est un migrant, on vient avec sa culture, avec le peu d'identité que l'on a, et parfois il y a la croyance. C'est très important ça. On dit souvent, vous savez, cette phrase de Marx, la religion c'est l'opium du peuple. Ce n'était pas une phrase de dédain. Il y a la croyance, mais il y a la représentation publique de la croyance. La représentation, elle fait partie. Moi je suis d'une famille bretonne. Mes deux grands-mères sont mortes dans les années 60. Elles ne sortaient jamais en cheveux. C'était les mauvaises filles qui sortaient en cheveux. Elles avaient toujours un foulard ou un chapeau sur la tête. Nous avons toujours eu des spécificités, des particularités. La France devrait être fière de sa diversité. Elle est la première destination touristique du monde. Elle est fière de ses festivals qui parlent du monde et de la diversité des cultures. Quel est le problème? Moi, le problème n'est pas comment on est.
Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Le problème n'est pas d'avoir une croix, d'avoir une étoile de David ou d'avoir un foulard sur la tête. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble sur les droits des femmes, sur les droits des travailleurs, sur l'austérité. La question n'est pas ce que l'on croit séparément et la fierté que l'on a de sa croyance. Le mouvement ouvrier, social, qui a transformé notre pays, il a accepté la jeunesse ouvrière chrétienne, il a accepté la jeunesse étudiante chrétienne, qui disait « je suis dans l'usine, mais je vais à la messe, et j'assume ma foi, et je la revendique ». Arrêtons de stigmatiser au nom de la croyance, laissons à ceux qui parfois n'ont que ce soupir de la créature sans espoir. Mais est-ce que les musulmans, est-ce qu'aujourd'hui, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et aujourd'hui les musulmans deviennent les boucs émissaires Bien sûr, c'est pas de la moi société française comme les juifs l'étaient entre les deux guerres. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission consultative des droits de l'homme et le titre de mon livre est un hommage à un article de Émile Zola qui s'appelait Pour les juifs avant son engagement dans l'affaire Dreyfus. Ce qui me choque, c'est le côté évident où on accepte dans l'espace public de dire à ceux qui nous écoutent ici même qu'il y a en clair un souci de civilisation qui serait l'islam. C'est ça la formule de monsieur Finkielkraut. Comme si les catholiques et les protestants s'étaient pas étripés dans ce pays avant de s'accepter. Comme s'il n'y avait pas eu un long anti-judaïsme chrétien qui a nourri l'antisémitisme moderne avant qu'on fasse le bilan et qu'on dise oui, la France a eu une responsabilité dans le génocide et on reconnaît à nos compatriotes juifs cette légitimité de dire je suis français et juif, les deux à la fois, pas l'un sans l'autre. Eh bien, je demande la même chose pour nos compatriotes musulmans, que nous les admettions. Ils sont notre histoire, ils sont le résultat de notre propre projection sur le monde, car nous sommes invités chez eux sans demander l'autorisation. Ils sont là, ils travaillent, ils créent des richesses et ils ont leur histoire, leur culture. Et ceux qui se convertissent à la religion musulmane, qui partent faire le djihad en Syrie ou en Irak. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a une loi qui est débattue à l'Assemblée nationale pour protéger les citoyens français, puisque c'est l'objectif, contre d'éventuels actes de terrorisme, interdiction administrative de sortie du territoire, création d'une nouvelle incrimination d'entreprises terroristes individuelles, blocage des sites internet qui font l'apologie du terrorisme. Vous êtes d'accord avec ce projet de loi? Non, c'est une loi d'exception qui viole l'état de droit. C'est exactement ces lois d'opportunité. Ne doit-on pas quand même protéger le citoyen français du risque terroriste? Le terrorisme, excusez-moi, le terrorisme, c'est des actes policiers qui sont dans le cadre de la loi. On ne crée pas, au nom du terrorisme, une loi qui va violer les libertés de tous. Tous les spécialistes, y compris à l'Assemblée, du numérique, d'Internet, vous êtes sur Internet, votre télévision, votre radio, disent que cette loi porte atteinte à nos libertés fondamentales, notamment, et vous êtes journaliste, vous devriez être sensible, elle enlève le délit d'opinion. On peut dire des bêtises, on en dit dans des commentaires. Eh bien, le délit d'opinion sort de la loi sur la presse. Mais on n'est plus sur l'opinion, on est dans la propagande sur Internet. On est dans le recrutement, on est dans le... Quand on montre des otages décapités, qu'on montre les images de la décapitation. Je ne parle même pas des images que nous diffusons. Sur le numérique, excusez-moi, il y a eu la réaction inverse des internautes. Et dit, ne voyez pas ces images, boycottez-les. Et elle a été massive. Attention à cela. Toujours, on prend le cheval de Troie du terrorisme pour en fait rogner les libertés de tous. C'est une vieille histoire dans la République. Vous savez, il y a eu des terroristes au début de la République française, la Troisième République. Ils étaient anarchistes. Excusez du peu, ils ont tué un président, ils ont mis une bombe à l'Assemblée nationale. Et du coup, on a fait une loi contre la propagande anarchistes, ceux qui faisaient la propagande par le fait. On a dit ceux qui font la propagande anarchiste sont comme les terroristes qui mettent des bombes. Comment on a appelé dans les débats républicains cette loi? Les lois scélérates. On a dit qu'elle portait atteinte aux libertés. Qui l'a dit à l'époque? Un jeune conseiller d'État, qui est la figure dont devrait se revendiquer ce pouvoir actuel, c'était Léon Blum, la figure du Parti socialiste, un jeune conseiller d'État. Et les mêmes qui ont senti cela sont ceux qui ont compris que derrière cela, il y avait une atteinte où l'État commençait à devenir un État fort, un État d'exception, et du coup, ils ont pris la défense de Dreyfus en disant ce crime d'État que l'on fait contre cet homme nous concerne tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas fort en restreignant les libertés. On est fort en protégeant les libertés. Et c'est exactement l'inverse qu'est en train de faire cette loi. Un jeune Français à double nationalité,
il part faire le djihad. En Grande-Bretagne, on le... déchéance de la nationalité britannique. Est-ce qu'on doit faire la même chose en France? Non, je ne suis pas. Je trouve que c'est inadmissible de rentrer dans cette idée de déchéance de la nationalité. Mais comment? Revenons sur ces soldats perdus. Oui, revenons sur ces jeunes. Revenons jeunes. sur ces jeunes. Oui. Parce que d'autres pays européens, et ce n'est pas assez dit, au lieu de les criminaliser, disent on va les récupérer et on leur fait des stages de déradicalisation. C'est notamment ce qu'ont fait les Pays-Bas. C'est-à-dire on pense à... C'est la bonne solution selon vous? Mais qu'est-ce que c'est qu'un jeune? Un jeune, c'est le moment où on a des idéaux, qui peuvent être des idéaux fous, mais on a des idéaux et on est prêt à sacrifier sa vie. Ces jeunes, pour certains, ils ont entendu, je parle de la Syrie, un président de la République qui disait il faut punir le régime d'Assad. Alors, vous pouvez contester leurs idéaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont dans une forme de radicalisation où il y a des idéaux derrière. J'ai dit souvent, même un terroriste, le pire des terroristes qui est prêt à sacrifier sa vie, il y a un idéal derrière. Donc il faut arriver à répondre sur ce terrain-là. Et quel est le terrain? Le terrain, c'est aussi les questions sociales, car de quoi ne parle-t-on pas pendant ce temps-là? C'est de la situation de nos quartiers populaires, de la situation de discrimination de nos classes populaires, de leurs perspectives d'emploi, de regarder qu'au même moment où on parle, on a une offensive terrible pour à nouveau se prendre... Vous pensez que le pouvoir en place est en train de nous distraire, en quelque sorte? Mais je pense que c'est le piège de toujours, ces situations-là. Ce sont des situations où on fonce... Écoutez, notre histoire française, nous le savons très bien. Parce que quand même, derrière cette histoire des musulmans, il y a notre passé colonial, et il y a ce que nous payons aujourd'hui, la façon dont nous avons raté notre décolonisation. Rappelez-vous la guerre d'Algérie. On disait, il y a du terrorisme. On disait déjà, c'est des égorgeurs. On disait, attendez, il faut les torturer pour avoir les renseignements, et du coup, on violait nos libertés. Une république en est morte. Et des partis politiques en sont morts. L'ancêtre du Parti socialiste. Donc, il faut, au contraire, raison garder. Cet affolement, vous savez qu'on a voté une loi antiterroriste il y a déjà 18 mois. Donc cet affolement qui ne met pas à l'ordre du jour les questions démocratiques, les questions sociales. Mais je vois même Manuel Valls qui a parlé de compatibilité de l'islam avec la démocratie. Et c'était terrible, c'était lors du séminaire du gouvernement il y a un an. Et je l'épingle, comme j'épingle Monsieur Guéant qui a dit qu'il y a des civilisations supérieures, et en l'occurrence il parlait évidemment de l'islam ou des musulmans comme une civilisation inférieure. Ce sont des phrases terribles. Bien sûr que les cultures, quelles qu'elles soient, sont compatibles avec la démocratie. Mais quelle est la raison? On n'essentialise pas comme ça. Oui, mais je renverse la question. Quelle est la responsabilité des musulmans de France? Quelle est leur responsabilité? Les musulmans de France, vous venez d'employer un pluriel. Pourquoi vous en faites un bloc? Les musulmans, il y en a en tout genre, comme vous et moi. Il y en a de gauche, de droite. Il y en a. Voilà, donc il y a une diversité. La laïcisation, c'est l'accès à cette diversité d'être des citoyens. Il y a des familles musulmanes de culture, d'origine ou de croyances dans lesquelles certains font le ramadan, d'autres sont avec ont épousé ou vivent avec des Français d'origine chrétienne, et ainsi de suite. Mais ils se sont réunis pour dénoncer. Ça a eu peu d'écho d'ailleurs vendredi. Je le regrette. Ils se sont réunis pour dénoncer les actes barbares. Mais ils pensent comme vous et moi. Ils sont si mal entendus? Pourquoi sont-ils si mal entendus dans ce pays? Parce qu'on ne leur demande qu'une chose. C'est d'abord de montrer patte blanche. Et nous, pourquoi ai-je fait ce livre? J'avais pas de raison de le faire. Mais j'étais choqué par la solitude dans laquelle on les laisse. C'est terrible d'entendre sur des grandes radios de service public « Oh, il y a un souci de civilisation avec l'islam, les musulmans en bloc ». Et on ne réagit pas. Vous entendez si on disait « Il y a un souci de civilisation avec les juifs, il y a un souci de civilisation avec les chrétiens ». C'est la même chose. Donc, on ne peut pas à la fois dire que nous allons défendre des libertés, des droits de l'homme en projetant nos armées et ne pas être au rendez-vous ici. Et il faut d'abord être au rendez-vous des plus faibles, des plus fragiles, des ceux qui sont... Car il y a derrière, encore une fois, pour les musulmans, ils sont pas du côté de la haute bourgeoisie française, de l'oligarchie. Ils sont du côté du peuple, du côté des travailleurs, du côté de ceux qui font notre richesse. Merci Edwy Plenel. Pour les musulmans, ça sort jeudi. Ça sort jeudi en librairie. Voilà. Merci, 8h56.